Voilà, sans tarder, je vais passer la parole à Alexis Hirschhorn, qui est partenaire et senior advisor chez Abilene Advisor et qui a mis en place, si j'ai bien entendu, la certification ISO 27001 chez Michael Platon. C'est bien ça? Alors, ils sont bien débrouillés tout seuls pour la mettre en place, mais on les a aidés, effectivement, on les a appuyés. Et puis encore aujourd'hui, on se charge de l'audit interne pour eux. Ah, voilà, parfait, excellent. Magnifique. Alors, Alexis, je cède la parole et on fait comme on l'a fait déjà par le passé. Si toutefois il y a des questions, je me permets de les soumettre immédiatement. Et puis, le prochain arrêt, ce sera la fin de la présentation. Et ensuite, on y reviendra sur des questions globales. Merci, Alexis. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis le dernier à vous présenter ces quelques slides. Je vous promets, il n'y en a pas trop. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous aurez encore un peu de votre attention. Je vais vous parler brièvement d'Abilene, qui on est. On est une organisation spécialisée dans les implémentations ISO 27001, 27701 sur la protection des données et 22301 sur la continuité des affaires. Nous sommes aussi auditeurs, comme vous allez le voir, et formateurs. C'est-à-dire qu'on forme des gens donc pour des certifications personnelles, entre autres évidemment sur ces normes-là. Voilà. Alors, j'ai voulu aborder les choses un petit peu différemment. Comme vous allez voir dans un petit slide. D'abord, là, je passe sur un petit slide que j'appelle le slide Ego. Je vous parle un petit peu de moi rapidement. J'ai commencé en fait à m'intéresser aux normes ISO 27001 à l'époque quand j'étais chez Mastercard. En fait, j'ai travaillé chez Mastercard. J'étais une des personnes qui était engagée dans le processus de créer la PCI DSS. Et puis, Mastercard utilisait déjà l'ancêtre de la norme ISO 27001. Donc, qui était le British Standard 1799. Et travaillant dans la sécurité de l'information, la nouvelle version est arrivée de la norme. Donc, elle s'est vraiment constituée en tant que norme comme on la connaît maintenant, ou presque, puisque c'est la version précédente, la version 2005. Et c'est le moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis assez rapidement devenu auditeur et puis aujourd'hui, la majorité de mon travail consiste à, d'une part, faire des implémentations ISO 27001, à en auditer comme auditeur interne, mais aussi comme auditeur certifiant. Donc, je suis aussi auditeur certifiant pour ces trois normes, la 27001, la 27700 et la 22301. Voilà. The good, the bad and the ugly. J'ai fait cette présentation en anglais parce que c'est ce qui m'inspirait le plus, mais je vais vous la commenter en français. Vous n'hésitez pas évidemment à poser des questions, je serai très heureux de vous y répondre. Pourquoi j'ai pris ce film? D'abord parce que j'aime bien le film de Sergio Leone, et puis parce que j'avais envie de vous faire partager mon expérience. En fait, je suis arrivé aujourd'hui à presque 40 implémentations. Disons que la 39e et la 40e sont en cours. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore certifiées. D'accord ? J'ai réalisé un peu plus de 100 audits aujourd'hui, des audits de certification et des audits internes. Alors là, je pense encore un petit peu plus. Et puis, on regardait avec ma collègue qui s'occupe donc des formations, Géraldine Rayet, on a passé aujourd'hui 150 étudiants qu'on a formés sur les normes ISO 27001 et 22301. Voilà. Donc, the good, the bad and the ugly. Alors, si vous mettez dans la tête la musique d'Ennio Morricone, ça sera encore mieux. Et on va passer sur le premier, sur Clint Eastwood, évidemment, sur le good. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien avec l'ISO 27001 ? Mes deux confrères précédemment vous ont partagé plein de choses très intéressantes. D'abord sur des pratiques qui existent, on a vu une expérience de terrain avec Michael et Quibanen qui est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la valeur ajoutée. Et il y a une chose qui est ressortie, vous l'avez bien noté, c'est le fait que la norme aide à amener un processus de décision basé sur le risque. Alors, c'est un peu une arme à double tranchant, comme on va le voir, mais disons que ce que j'ai constaté dans les organisations, c'est qu'avec le temps, et je dis bien avec le temps, parce que ça se fait pas en un moment, parce que c'est un changement de culture, avec le temps, les organisations arrivent progressivement à vraiment utiliser le risque comme un outil de décision.
Évidemment, au début, on l'utilise parce qu'on est obligé de l'utiliser parce que le standard le demande. Donc, on l'utilise pour notre ISO 27001, donc autrement dit pour le SMSI, le système de management de la sécurité de l'information. Mais progressivement, on voit que cette culture s'étend à d'autres choses. Et dans les organisations et les grandes organisations dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, comme Nestlé par exemple, j'ai vu le risque évoluer et être progressivement intégré à plus en plus de départements en dehors de l'informatique et de la sécurité. Donc je pense que je continue de croire, je vais plutôt le dire comme ça, que un des aspects très très bénéfiques de l'ISO 27001, un système de management qui fonctionne, c'est d'amener une culture de risque dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est effectivement une gestion des ressources. Alors c'est très intéressant parce que Michael nous a vraiment montré en nous expliquant voilà comment ce return on security investment était présent. Et c'est vrai que c'est le défaut de beaucoup d'organisations, et vous le connaissez probablement, vous le voyez probablement dans vos organisations, c'est très souvent on dépense de l'argent sur des outils de sécurité, peut-être même des services de sécurité, sans forcément avoir mis en place une gouvernance autour. Ça rassure quelque part de se dire qu'on a dépensé des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de francs dans une solution de sécurité qui va mieux nous protéger. Mais la réalité est que on dit toujours, vous savez cette phrase célèbre, vous pouvez sécuriser que ce que vous connaissez. Et je rajouterais à ça, oui, on peut sécuriser que ce qu'on connaît, mais aussi on peut sécuriser correctement que ce qu'on gouverne bien. Donc le fait de mettre en place un système de management, ça aide vraiment à prendre des décisions et arriver à mieux gérer les ressources, qu'elles soient financières, techniques ou humaines. Donc ça, c'est un aspect qu'on voit avec le temps. Et j'insiste bien sur avec le temps. Il ne faut pas croire parce que vous avez installé un système de management, tout va fonctionner à merveille. Un système de management, ça se certifie une première fois, mais c'est révisé, et puis ça se recertifie au bout de 3 ans. Donc tous les ans, vous allez avoir un auditeur qui va revenir faire un audit de surveillance, et puis au bout de 3 ans, il vous recertifie. Et on sait pertinemment, comme auditeur de certification, qu'on ne doit pas attendre un niveau de maturité extrêmement haut la première année, mais qu'avec le temps, on attend qu'au bout de ces 3 ans, au moment de la recertification, qu'on soit arrivé à un bien meilleur niveau. Donc voilà, une meilleure gestion des ressources, ça c'est un des bons aspects pour Clint Eastwood. L'autre point qui a d'ailleurs été évoqué et que je trouve vraiment intéressant, c'est l'amélioration continue et le système du Plan Do Check Act. Alors pourquoi ? Parce que le Plan Do Check Act, c'est quelque chose qui a fait ses preuves dans plusieurs systèmes de management, évidemment, pas seulement la sécurité. On a parlé, je crois que c'est Raoul qui parlait tout à l'heure du 9001. Et il y a en fait toutes ces normes, si vous voulez, autour des systèmes de management sont reliées autour d'une seule annexe qu'on appelle l'annexe SL, qui relie en fait sur un même modèle toutes les normes et qui fonctionne toujours autour du Plan Do Check Act. Alors le fait, c'est que c'est un système qui fonctionne et qui fonctionne même à très très petite échelle. Donc j'ai eu la chance de travailler et d'implémenter des systèmes de management dans des grandes organisations, comme dans des toutes petites, comme dans des PME, et de voir les mêmes systèmes fonctionner. Je vais être très honnête avec vous. Mes premières implémentations ont été un échec total. Les premières implémentations que j'ai faites, toute première était dans une banque nationale d'un pays que je ne vais pas citer, et c'était un échec fumant. Pourquoi ? Parce que ce système de PDCA, de Plan Do Check Act, qui est, comme je vous dis maintenant, qui est vraiment une valeur ajoutée, quelque part, pour fonctionner, elle doit être vraiment, vraiment intégrée dans l'entreprise, et ça prend un certain temps. Donc l'amélioration continue, pour qu'on puisse la voir, il faut lui laisser le temps d'opérer dans l'entreprise. Alors, c'est un système qui fonctionne. Encore une fois, c'est un système qui prend du temps à être implémenté, mais il est certain que ça amène du bénéfice. Tout le monde a reconnu l'acteur, Lee Van Cleef, le mauvais. Je vous ai dit que je voulais être vraiment honnête. Donc, on va passer du mauvais, on va passer vers des ugly, par rapport à l'ISO 27001 et mon expérience avec. Alors, le problème principal de l'ISO 27001, c'est un problème qui est lié à tous les processus. Crap in, crap out. Donc, si vous mettez des informations de mauvaise qualité dedans, vous sortirez avec des informations de mauvaise qualité derrière. Vous n'allez pas les transformer.
Mon confrère a dit tout à l'heure, le risk management est un élément essentiel. Il a complètement raison. Et le problème du risk management aujourd'hui, c'est que, vous savez, on peut faire du risque en mettant le dos en l'air, hein, puis en se disant oui, bon bah là ça va, le risque est pas trop élevé, ça va pas trop mal. Et il y a une question qui a été posée, se dire tiens, est-ce qu'on peut être certifié qu'un risque élevé? La réponse elle est oui et non. Oui, effectivement, on peut, parce que s'il est totalement justifié, que ça s'explique bien, et puis qu'on définit que l'entreprise n'a pas les moyens, n'a pas les ressources pour vraiment gérer son risque, oui, on va l'accepter. Et puis non, parce que si les justifications ne sont pas réalistes, j'ai eu par exemple une fois une petite banque, hein, qui m'a soutenu que la sécurité physique n'était absolument pas un problème pour eux, parce que c'était pas en Suisse, hein, en disant dans notre pays la sécurité physique c'est pas un problème, donc on n'a pas besoin du tout de mettre en place quelque forme de sécurité, d'alarme, etc. Ils n'ont pas été certifiés évidemment, même s'ils avaient décidé d'accepter ce risque. D'accord, c'est pas si simple. Donc si vous avez un processus, vous mettez des mauvaises informations dedans, que ce soit un processus de risque ou autre chose, hein, forcément vous aurez quelque chose de mauvais qui en ressortira. Et ça, c'est un peu le problème du système de management en lui-même. La deuxième problématique, c'est les silos. Le système, il est fait pour fonctionner sans silos, dans un monde parfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde puisse collaborer réellement. Simplement, ça se passe jamais comme ça dans une entreprise. À moins que vous soyez vraiment dans une petite organisation, dans lequel ça peut très très bien fonctionner, parce qu'on va avoir un management qui va être très présent, qui va s'assurer qu'il y a des échanges d'informations qui se créent. Dans la majorité des organisations, les choses vont être opérées en silo. Ce qui veut dire que si on a un système de management qui est géré par quelqu'un qui se trouve en dessous, je sais pas, des finances, qui dépendent de l'IT, qui dépend d'un responsable réseau, et puis qui est en dessous, qui va faire dans son coin un petit système de management, ça va pas fonctionner. Le fait est que pour qu'un système de management fonctionne, il doit être intégré complètement dans l'organisation jusqu'au plus haut niveau. Et ça, c'est une des problématiques, récurrentes que l'on voit. Et qui fait qu'en fin de compte, il ne produit pas le résultat escompté, c'est-à-dire qu'il est juste opéré dans un département tout seul. Et ça vient avec le point suivant. Le management. Former le management est probablement la chose auquel on doit passer le plus de temps quand on fait une implémentation. J'aime toujours dire qu'il y a deux types de managers. Il y en a fait quelque part trois, mais on va dire qu'il y a deux types de managers. Il y a ceux qui dirigent à vue et puis il y a ceux qui dirigent aux instruments. Puis il y a ceux qui font un petit peu des deux, pour être honnête. Mais si vous êtes face à un management qui a l'habitude de diriger à vue complètement, il est très difficile de lui faire entrer dans un modèle avec une idée de risque, une idée d'amélioration continue, une idée d'avoir des KPI, d'avoir des mesures, hein, des éléments qui puissent lui donner des informations parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, le fait que le management comprenne déjà qu'il y a un changement de culture à opérer pour faire évoluer le système de management, qui doit se mettre à considérer les risques, qui doit le prendre en considération, est un des éléments clés, et c'est souvent un des problèmes dans les organisations. Et vous allez voir les conséquences par la suite dans le troisième slide. Le problème aussi qu'on a, qui est lié à ça, c'est que si on fait du mauvais risk management, ce que font la majorité des organisations, je vais être honnête avec vous, mais c'est pas par volonté, c'est pas par choix. C'est souvent parce que simplement on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour faire des bonnes gestions de risque. Faire de la bonne gestion de risque, ça prend beaucoup de temps. Ça demande d'avoir des bonnes informations. Ça demande souvent d'avoir des équipes qui sont dédiées à ça. Et le problème, c'est que ça nous donne un mauvais sentiment de sécurité. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je voyais dans les journaux un label sécurité qui a été créé, puis en se disant bah voilà, et je crois que c'était l'RTS d'ailleurs qui disait le label qui va sécuriser les organisations, les communes suisses. Non, un label ça sécurise rien du tout évidemment, et une gestion du risque pas appropriée ne sécurise rien du tout. Donc faire un bon travail en termes de risque est fondamental, ça prend du temps, ça demande de la maturité, et c'est souvent là où pêche l'ISO 27001. Puis le dernier point que je veux lever ici, c'est est-ce qu'il est dépassé? Est-ce que le modèle est dépassé? Alors, on disait d'ailleurs qu'il y a une nouvelle version du 27002 qui sort, qui a changé beaucoup de choses, pas assez à mon goût.
Vous savez, il n'y a pas que la norme ISO 27001, il y a la 27002, donc qui est une série de bonnes pratiques. Et puis, vous avez toute une flopée dans la famille 27000, par exemple autour du cloud, en 17 ou 18, autour de la protection des données, 32 pour la cybersecurity, etc. Vous avez toute une série d'autres documents qui vous permettent d'avoir plus d'informations. Le fait est, c'est que à la vitesse auquel évolue la technologie et les menaces, il est très très difficile d'avoir une liste de contrôle qui soit complètement efficace. C'est pour ça qu'on ne doit pas se limiter forcément à l'ISO 27001. L'ISO 27001 est quelque part un outil de gouvernance, mais rien ne vous empêche d'utiliser des contrôles qui viennent d'autres sources, comme le NIST par exemple, d'accord ? Et puis de faire votre propre jeu de contrôle qui vous convienne. Donc est-ce qu'il est dépassé ? Non, au niveau de la façon de travailler, au niveau du management, oui. En termes des contrôles, il y a certains contrôles qui sont un peu vieillots, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les remplace. Ça met du temps parce que vous savez que pour faire les normes ISO, il faut que plein de gens dans plein de pays différents se mettent d'accord, donc c'est pas évident. Mais rien ne vous empêche, vous, de choisir les contrôles qui vous conviennent. Et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé dans la norme. Ok, the ugly. Tout court. Alors, je vais être très honnête et peut-être un petit peu brutal par rapport à ça, mais il faut d'abord que vous sachiez une chose. La majorité des sociétés qui sont certifiées n'exécutent pas leur système de management après la certification. C'est-à-dire qu'ils passent la certification, super, on ouvre le champagne, on a reçu le papier, et puis après, plus rien. Alors, il y en a pas mal qui nous appellent. J'ai vu qu'il y a quelques clients de l'assistance, peut-être qui se reconnaîtront. Il y en a certains qui nous appellent, puis qui me disent « Oh mon Dieu, on doit être recertifié, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. » Et donc, un mois avant l'audit de surveillance, on va dire, on commence à se réveiller. La réalité, c'est qu'on met beaucoup d'efforts pour implémenter les choses et qu'il est difficile de les maintenir. Parce que si on n'a pas complètement intégré dans les processus de l'organisation la sécurité, à travers le système de management, il survit pas, tout simplement. Maintenant, quand on regarde, alors j'ai pas des statistiques parce qu'elles sont difficiles à obtenir, mais ce que vous pouvez faire, c'est de regarder des organismes certifiants, comme PECBMS, comme Bureau Veritas, par exemple, et vous allez voir la liste de sociétés qui perdent la certification. Et il y en a beaucoup qui les perdent. Parce qu'ils font pas ce qui est nécessaire. Donc, le fait d'avoir un certificat, c'est une chose, et c'est certainement pas une garantie de sécurité. D'accord ? J'ai tendance à plus me fier, puis on va voir, c'est un des autres points, quand une entreprise a un certificat depuis un certain nombre d'années. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ils ont obtenu un certain niveau de maturité dans la sécurité, dans la gestion de leur système de management. Et puis, ça nous donne le point suivant. Le point suivant, c'est que aujourd'hui, si vous êtes fournisseur de services, donc j'ai plusieurs de mes clients qui fournissent des services SaaS, entre autres, on va vous demander d'être certifié parce que si vous voulez travailler avec certaines grosses entreprises, par exemple Nestlé va demander à ses fournisseurs d'être certifiés. Ce qui est très bien, mais c'est loin d'être suffisant. Pourquoi c'est loin d'être suffisant ? Comme on l'a vu, parce qu'il faut un certain temps pour avoir une maturité, parce que ça implique aussi qu'on ait fait, comme on l'a vu, de la gestion de risque de qualité pour arriver à quelque chose de qualité, et que c'est pas suffisant. C'est pour ça que, par exemple, si vous voulez faire du business aux États-Unis, certains de mes clients le font, ils sont obligés d'avoir en plus des audits de type SOC 2 qui sont effectués, en plus de leur certification ISO 27001. Donc ça veut dire qu'il y a un autre auditeur qui va venir. C'est des audits qui coûtent cher. Ils vont passer beaucoup de temps à regarder vraiment en détail l'état des contrôles. C'est aussi pour ça que vous avez des normes comme le PCI DSS dont je parlais tout à l'heure pour les gens qui manipulent les cartes de crédit qui vont donner un niveau de garantie supplémentaire. Et la somme de tout ça, on va dire, en plus de certains questionnaires en général qu'on doit remplir des fournisseurs, permet de donner une certaine assurance. Donc, il ne faut pas juste se fier au fait de se dire c'est une société certifiée ISO 27001, tout va bien. D'accord ? C'est très très loin d'être le cas. Pourquoi aussi c'est un problème ? Alors là aussi, je vais être très très clair et très honnête avec vous, parce que la qualité de votre certification, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la qualité de l'auditeur qui va le voir, et puis elle dépend aussi de la qualité de l'organisme certifiant. Les certifications sont données par des organismes certifiants. Ces organismes certifiants, ils sont eux-mêmes certifiés par des organismes dans les pays qui leur donnent le droit d'être un organisme certifiant.
Il y en a certains qui font un très bon travail, autrement dit, qui ont des boards qui vont vraiment regarder en détail les rapports des auditeurs avant de donner une certification, qui vont être très exigeants, et il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus laxistes. Le fait de vous dire je vais utiliser cette organisation parce qu'elle a un nom connu ne veut pas dire que le travail sera fait convenablement. Je vais pas citer de nom évidemment, mais il m'arrive des fois d'être appelé, cette fois-ci comme auditeur certifiant, d'aller auditer par exemple je dis de certains bureaux de la Confédération ou des banques et d'être appelé après, donc pour une organisation qui est déjà certifiée, mais après d'autres organismes, et me poser la question de comment est-ce qu'ils ont obtenu la certification, quoi. Et on voit en fin de compte que les rapports des auditeurs sont pas toujours cohérents ou sont pas toujours assez fouillés. Donc, c'est la vérité la plus stricte. La qualité de votre système de management et la qualité du fournisseur que vous avez, sa certification dépend fortement du certification body qu'il a contracté. D'accord ? Ça varie très fort. C'est pour ça, encore une fois, que je pense aujourd'hui, pour avoir une certaine assurance au niveau de la sécurité, il faut s'assurer pas seulement d'une certification d'ISO, mais d'autres éléments. Voilà, je voulais pas vous montrer plus de slides que ça, parce que j'avais plutôt envie peut-être de vous donner la chance peut-être de poser quelques questions avec ça. Alors, je voulais rapidement revenir juste sur une question qu'on a posée tout à l'heure, si vous me le permettez, qui était... Alors d'ailleurs, il y avait la réflexion de Charles qui disait effectivement la certification 27001 ne semble pas assurer un niveau de sécurité d'une société, mais plutôt une gouvernance. Et c'est absolument juste. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que j'en ai justement parlé ici. Concernant le guide de la Confédération relatif aux mesures techniques et organisationnelles et à la protection des données, oui, je pense qu'il est toujours pertinent, il est toujours utilisable. Et tout seul, il n'est pas unique. Hein, c'est comme la RGPD. Hein, vous avez plein d'informations qui vous sont données sur comment on doit protéger les données. Mais il y a ce fameux article 32 qui vous dit que vous devez protéger la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Autrement dit, tout ce qu'on fait dans la sécurité de l'information. Donc oui, c'est un guide qui est intéressant, qui peut être utilisable. Et d'ailleurs, la Confédération met à jour avec les catégories régulièrement des nouveaux contrôles basés sur l'ISO 27001, mais aussi basés sur le NIST, qui leur permettent d'arriver à un meilleur niveau. Et la question concernant l'ISO 27002, l'ISO 27002 ne représente que des bonnes pratiques, donc elles ne sont absolument pas nécessaires d'être implémentées à minima et respectées pour être certifiées. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Vous implémentez les contrôles qui vous semblent nécessaires à votre niveau. Voilà. Donc j'espère ici vous donner quelques infos. Alors, les visas de sécurité mis en place par l'ANSSI en France, est-ce que c'est un bon modèle ? Oui, je pense que honnêtement, c'est une bonne approche. Je pense que c'est une bonne approche. Je pense que plus on met en place des modèles comme ça qui nous permettent, qui sont pratiques, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est d'avoir des choses pratiques et pragmatiques pour les organisations. Plus on va aider à monter le niveau général de la sécurité dont on a besoin. Le coût d'une certification pour une PME, il est très variable, il dépend vraiment des compétences internes et du métier de la PME. Parce que si c'est une PME qui fait, par exemple, un service SaaS ou un service comme Equivalent, le coût va pas être le même du tout qu'une petite entreprise de service, par exemple. Donc, entre le temps pour implémenter, j'ai vu par exemple, très récemment, j'ai aidé l'IMD à faire leur implémentation. Ils ont fait une implémentation en 6 mois. Ils étaient très efficaces. Et puis, il y a d'autres projets sur lesquels je travaille, comme par exemple avec Gavi, où on est sur ou le CHUV, maintenant, où on est sur des bandes beaucoup, beaucoup plus longues, parce que les organisations sont plus longues et qu'il faut parfois 1 an, 2 ans de travail pour arriver à la certification. Tout dépend quelque part vous savez, tout dépend du commitment du management. Tout dépend ce que le management veut faire. Si le management tape du poing sur la table, on crée une priorité, donne des moyens et des ressources pour, les choses elles vont vite. C'est aussi simple que ça. Donc, après les coûts, encore une fois, c'est très variable par rapport au nombre d'employés, le périmètre en lui-même, le type de métier.
Mais je pense que si on se forme, parce que je crois que c'est fondamental, si on a des compétences en interne et vraiment une volonté du management, on peut arriver à moindre coût arriver à se certifier. Autant il faut en avoir une valeur ajoutée, d'accord? Il faut pas se certifier pour le plaisir. Je pense qu'il faut certifier quand on en a réellement un besoin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions auxquelles je peux répondre? Enfin, pour moi ou pour les autres participants, bien entendu. Et en attendant que d'autres questions apparaissent, voilà. Et je me suis penché sur le nombre de certifications dans 7001 qui existaient. Donc, la question a été posée. Et puis, c'est vrai que c'est difficile d'avoir le nombre total. J'ai 2 chiffres qui peuvent peut-être éclairer tout le monde. Et la première, c'est que vers 2011-2012, le nombre de certifications de 27001 était de l'ordre de 17 000 à 19 000. Et en 2017, nous sommes à 40 000. Maintenant, je n'ai pas d'autres chiffres, mais ça montre bien qu'il y a une évolution. Et puis après, on ne sait pas, les certifications acquises, oui. Est-ce qu'ils les ont perdues ensuite? C'est un peu plus difficile à connaître. Mais il y a des documents, j'ai un document d'ISO éventuellement que je peux mettre dans le fil, qui est le lien qui vous permettra de vous faire une idée plus précise. Y aurait-il d'autres questions? J'en ai une d'ailleurs qui est passée, je vais remonter un petit peu, voilà. C'est Félicien Fleury qui pose la question, et je pense que la question a été posée à Michael. Et avez-vous un comité d'éthique dans votre entreprise? C'est une excellente question. Alors, on a une charte, disons, de mission, vision, valeur. Donc là, c'est clair, il y a plusieurs valeurs qui sont mises, qu'on essaie de vivre au quotidien, qui sont intégrées dans le plan de formation de personnes, etc. Puis, il y a aussi des canaux qui sont disponibles pour que les gens qui ont des soucis peuvent en parler. Bien entendu, un canal typiquement RH, mais on essaie aussi de s'entourer des spécialistes. On a un advisory board, par exemple, qu'on a mis en place très, très rapidement dans notre existence, avec des personnes spécialisées dans la gouvernance et de personnes vraiment avec une grande track record, donc des conseils d'administration de la Poste, des banques, etc. Donc on a six personnes dans cet advisory board avec qui on s'est réunis tous les 3 mois. Et avec qui on partage les éléments. Donc, bien entendu, là, ces genres de questions sont également discutées. Et puis, en général, chez nous, les gens, ils savent, effectivement, ils peuvent aussi aller soit vers les RH, soit dans l'advisory board. Et puis, c'est clair que pour tout ce qui est externe, candidats qui se font screener ou clients, le rôle du DPO chez nous, du Data Protection Officer, il est aussi il est respecté. Et il y a un canal direct vers cette personne-là. C'est pas exactement quel était le background de vos questions, mais voilà, il y a différents canaux et expertises qui sont disponibles effectivement pour essayer de répondre aux questions éthiques, aux questions d'intégrité, aux questions de traitement de données, etc. Ouais. Alors merci pour ce retour. Et d'ailleurs, il y a... si je me permets de faire un bilan, et ça peut être aussi un débat, il nous reste encore quelques minutes, et on a vu un peu toutes les étapes de l'implémentation de la norme ISO dans les entreprises. Et à chaque fois, on revient avec le constat que ça apporte de la gouvernance, mais que, et c'est ce qui a été dit notamment et mis en évidence par Alexis, c'est que si on n'a pas un focus correct, le résultat n'est pas forcément meilleur. Et ça exprime aussi la volonté du management ou la prise de conscience du management sur la gestion du risque.
Et je le vois régulièrement, nous faisons beaucoup d'événements à l'affaire Genève pour essayer d'accompagner les PME dans la maturité, dans l'amélioration du quotidien, dans la sécurité des systèmes d'information. Et puis on s'aperçoit que pour X raisons, hein, peu importe, ça peut être financière, culturelle, parce qu'ils n'ont pas... Il y en a qui me disent « mais moi, j'ai rien à cacher ». Ok, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à cacher qu'il faut tout donner ou laisser la porte ouverte. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aborder la problématique par rapport aux entreprises. Et nous avons avec vous, avec vos présentations, nous avons une maturité qui se dégage, qui est salutaire dans le sens où on arrive quand même à gérer, parce que aujourd'hui, dans la situation actuelle et après ce qui s'est passé dans une commune très proche de chez nous, on se demande si on arrive à mettre en place un système de protection, même si on sait que de toute évidence, le problème se trouve entre le clavier et la chaise. C'est bien ça, hein? Alors, il y a Alexis qui va aborder le sujet. Ouais, il y a une question que j'ai vu aussi passer sur l'obligation légale. Juste pour répondre rapidement juste à ça, avant de discuter ce point-là. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont imposé, par exemple, il y a des années, j'ai travaillé avec l'Arménie parce qu'elle avait imposé à toutes ses banques d'être certifiées ISO 27001. Donc, il y a des obligations légales dans certains pays pour certaines organisations d'être certifiées. C'est pas notre cas en Suisse. Voilà, bonne réponse. Et puis pour l'autre... deuxième, voilà, il y a la question sur le SOC 2. Oui, la question sur le SOC 2, ok. Alors, la question sur le SOC 2, est-ce qu'il apporte plus que le 27001 ? Oui et non, parce qu'il y a des contrôles. Donc, la différence, encore une fois, c'est que le SOC 2, il y a une série d'exigences auxquelles je dois vraiment répondre. C'est que l'auditeur va signer le SOC 2 avec son sang. C'est-à-dire qu'il est responsable, d'accord, et même légalement responsable de ce qu'il signe. Donc, quand un auditeur fait un audit SOC 2, il va aller très en détail dans toute série de contrôles. Il va exiger que certains éléments soient réellement mis en place. Dans le cadre de l'ISO 27001, comme l'expliquait très très bien Stéphane tout à l'heure, on est une situation où, en termes de risque, on peut décider où se trouve le curseur en disant oui, mais nous on n'est pas une banque, on est une PME, alors on va simplement mettre la baseline de sécurité à ce niveau-là. Par contre, pour le SOC 2, vous êtes obligé de la mettre à un certain niveau. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, c'est coûteux et c'est intéressant. Les organisations le font quand elles font du commerce en général. Solution SaaS sur Internet avec les États-Unis, sinon, ou peut-être avec certains grands groupes qui l'exigent. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de faire du SOC 2, quoi. Type 2, évidemment. Voilà. Alors, je reviens sur... il y a une question qui vient d'arriver, donc j'attends pour la mienne. Ne pensez-vous pas que la gestion des risques fait partie de la gouvernance d'entreprise, qu'elle doit être impérativement définie et intégrée au niveau de la stratégie de l'entreprise ? Stéphane ? Je vois que les têtes sont toutes d'accord. Non, Stéphane, le micro est Stéphane. Désolé. Bien sûr, ça abonde dans le sens du message que j'ai essayé de faire passer et que les autres également. Mais c'est la difficulté. Il y a une grosse difficulté, c'est ce gap qui existe entre les considérations du terrain, la sécurité qu'on met en place sur le terrain et la capacité à transmettre les messages et le niveau de risque au management. Parfois, le management fait exprès de pas vouloir comprendre, justement pour dire si y a un problème de sécurité, c'est la fonction sécurité qui est responsable. Donc c'est pas du tout le modèle de gouvernance qui doit prévaloir dans les bonnes pratiques. Mais il y a cette vraie difficulté à remonter les vrais risques au top management dans un langage qu'il est capable de comprendre. Comme on l'a dit, souvent le risk management c'est très subjectif et c'est une discipline subjective par nature. Mais il faut être capable, voilà, et c'est là où on doit travailler. Moi, le message que j'ai essayé de faire passer, c'est si vous voulez faire du risk management, faites-le de façon pragmatique, quitte à pas essayer d'implémenter une méthodologie de A à Z, mais avec les bonnes personnes, et puis faites des choses concrètes. Basez-vous sur les incidents que vous avez vécus, basez-vous sur les tendances du marché. Aujourd'hui, on sait que tous les 2 jours, il y a une PME qui prend un ransomware. Donc, c'est peut-être quelque chose qui doit réveiller les consciences. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois mettre en place pour
pour faire ça. Ça, c'est le début du risk management. Mais souvent, on a tendance à se lancer à respecter justement les indications de la norme ISO 27005 et on aboutit à ce que j'ai appelé tout à l'heure des usines à gaz. Les messages passent pas. Il y a aussi le fait que les gens qui remontent les risques ont tendance à faire verdir les dashboards, hein, parce qu'on a peur de dire qu'il y a des problèmes. Donc pour moi c'est la clé. On est les trois intervenants, je pense, sont d'accord sur ce point-là, mais c'est difficile de faire du bon risk management. Parfait. Merci Stéphane pour cette réponse. J'avais une question concernant ta présentation qui est... D'ailleurs, ça se distille de tout ce qu'on a entendu, mais je vais quand même la poser parce que ça m'intéresse de vous entendre, voir la réaction. ISO 27000, ok. Bon, j'ai entendu tout à l'heure aussi Octave Allegro. Et puis quoi d'autre? Il y a d'autres. Alors là, il y a une méthodologie qui est assez intéressante. Je me permets de répondre, hein, mais juste 2 minutes. La plus récente qui a été, c'est la refonte de IBIOS, qui était une méthodologie française historique instaurée par l'armée. Et qui a été refaite récemment, hein, depuis 2018, et justement où elle est pas mal faite dans le sens où on n'est plus dans des considérations théoriques, mais ils ont ajouté la façon de faire, c'est-à-dire il y a des workshops, il y a 5 types de workshops à faire, donc on est plus dans le comment on peut faire les choses, et ça apporte beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, IBIOS, elle a ses petites limites, c'est-à-dire que, par exemple, en tout ce qui est sécurité, alors elle se limite qu'aux cyberattaques. Voilà, aujourd'hui c'est la mode, on parle plus que de cyber, et quand on voit que, notamment toute la sécurité physique, on considère que c'est acquis. C'est pas le cas, hein. Vous avez vu en France, il y a des data centers qui brûlent parfois, oui. Donc moi, ça c'est pour moi une limite. Il y a pas que les cyberattaques dans la vie. Il y a les mauvaises manipulations accidentelles, comme on a pu le voir, d'un employé tout à fait honnête, mais qui fait une erreur. C'est pas du cyberattaque, ça. Et puis voilà, ça pour moi c'est la limite d'IBIOS. D'accord. Parfait. Sinon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je me permets juste, parce que c'est vraiment un domaine de prédilection pour moi. Il faut toujours faire attention à pas monter quelque chose qui soit impossible à gérer humainement ensuite, en ayant trop d'objets sur lesquels on va faire des risk assessment et en ayant un catalogue de menaces important, parce que ça devient juste ingérable. Voilà. Alexis? Oui, je voulais juste rajouter quelques points. Il y a mon collègue Henri, qui est mon associé, en fait, qui dans le chat s'est manifesté pour rajouter quelques informations assez intéressantes. Au niveau de la gestion des risques dans la gouvernance d'entreprise, oui, c'est une exigence effectivement légale dans certaines tailles. Merci Henri qui est spécialiste du risque aussi. Donc, effectivement, c'est dans le code des obligations. C'est obligatoire de faire de l'ERM, de la gestion d'entreprise. Et puis, sur les exigences... C'est bien, la FIDMA, elle l'impose. Oui. Tout à fait. Exactement. Et puis, au niveau des obligations d'être certifié ISO 27001, j'ai oublié, honte à moi. Mais effectivement, dans le cadre Henri me le rappelle, dans le cadre du vote électronique, les cantons sont obligés de se certifier ISO 27001. D'ailleurs, on en aide un certain nombre à aller à travers leur certification aujourd'hui. D'accord ? Donc, à se mettre en norme afin de pouvoir faire du vote électronique. C'est aussi au Danemark. Voilà. Donc il y a certains pays qui commencent à exiger que l'ISO 27001 soit implémenté. Donc je corrige bien. En Suisse, c'est obligatoire pour les cantons s'ils veulent opérer le vote électronique. Alors quand on dit implémenté, on ne dit pas certifié, on est d'accord. On fait une différence. Non, certifié avec. Il doit avoir une certification. Ah oui, en plus. D'accord. Il y a une question que vous avez posée par rapport à ça, entre être implémenté et puis certifié, est-ce qu'on doit faire les deux? Est-ce que c'est utile? En réponse très courte, si vous implémentez que vous certifiez pas, en général, les choses, elles survivent pas. Parce que la certification, c'est un levier énorme pour faire changer les choses dans une organisation, surtout au niveau du management. Ça permet d'imposer, parce qu'il y a un œil extérieur, il y a un regard extérieur qui va mettre une certaine pression, puis qui va faciliter l'exécution. Donc on se rend compte que maintenant, il y en a qui arrivent à faire fonctionner les systèmes de management sans certifier, mais en général, pas très longtemps. D'accord ? Donc la certification, ça a vraiment une valeur ajoutée. J'entends, oui. J'entends. Est-ce que l'on entend aussi ? Oui, Michael.
Et surtout, encore une fois, pour nous, ce qui était quand même très bien pour une petite entreprise et moyenne entreprise maintenant peut-être, c'est chaque interaction avec des auditeurs est une opportunité en fait. Et ça, c'est quand même donc on peut bien regarder à l'interne, mettre en place des procédures, etc. Mais si on n'a pas l'œil externe et des spécialistes qui viennent et qui même aussi dans le temps de assurance font pas pour moi la certification, si c'est synonyme à un audit ou un œil externe, ça fait partie du système quelque part et puis ça a seulement du sens avec certification. D'accord. Là, je parcours le fil des discussions. Je retrouve quelques éléments, et notamment il y a un participant qui a soumis une remarque concernant la discussion qu'il y a eu avec Michael concernant l'Octave Allegro. Et cela ne dépend pas-il de la taille de l'organisation? EBIOS me semble assez lourd par rapport à Octave Allegro, ça c'est une question. Et puis, j'avais vu, pour Michael, la Hollande prend ce chemin aussi, obligation légale de certification dans certains cas. Je suis en Suisse maintenant, Henri. Je suis hollandais, mais... Tout à fait. Donc, il est vrai qu'on a regardé aussi un peu chez nous par rapport à notre métier des autres pays, bien entendu. Donc, c'est clair qu'on regarde aussi ailleurs ce qui se fait. Mais je pense qu'il fait un petit clin d'œil à ma nationalité. Et puis, voilà, les Hollandais, dans certains éléments, ils sont en avance, ils vont vite. Et puis, dans certains éléments, ils vont trop vite. Et puis, il faut mieux être en Suisse et regarder un petit moment et puis faire ce qui est le mieux après. Il y a aussi un commentaire concernant EBIOS, et donc c'est Henri qui le dit, Henri Henny. Autre limite d'EBIOS uniquement pour les cyber risques intentionnels. Voilà, donc ça limite aussi le cadre de l'implémentation de la méthode. Mais alors, j'insiste parce que finalement, notre tissu économique, indépendamment de vos merveilleuses implémentations, et je suis très très heureux d'avoir participé à cet événement parce que j'ai découvert plein de choses et des personnes formidables en vous. Et pour les PME, on fait quoi? Parce que notre tissu, c'est 90% des PME. On fait quoi? On met quoi en place? On ne va pas mettre une certification à une PME de 5 personnes. Enfin, vous me direz, pourquoi pas? C'est un problème complexe. Moi, j'ai pas de solution. Alexis a fait la remarque sur le label CyberSafe tout à l'heure. Effectivement, ça donne pas une assurance et je pense pas que les communes, enfin, quand on regarde un peu le contenu de ce label, c'est quelques tests de clics, c'est de la sensibilisation et on peut se dire, c'est contournable. Mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà. Encore une fois, on en revient à l'approche itérative et le fait qu'on est dans dans la gestion de risque et qu'on n'arrivera jamais à du risque zéro. Il faut tenir compte des moyens. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution. Moi, ça fait 20 ans que je réfléchis à cette solution-là. Si on avait des solutions toutes faites, elles seraient déjà mises en place. C'est pas pour rien que les référentiels de sécurité actuels, ils comportent tous plus de 100 mesures de sécurité différentes. C'est parce que c'est un domaine complexe. Il faut une approche holistique. Il y a 14 domaines dans l'ISO 27002, donc quand on est une petite PME, c'est compliqué. Donc voilà, il faut essayer de faire un peu l'hygiène et je pense que ça passe. On a les ingrédients ont été évoqués, c'est l'engagement de la direction. Il faut que les gens soient conscients des problèmes et qu'ils essayent de régler les choses parce que quand le boss tape un peu sur le poing sur la table, les gens ont tendance à se mettre au diapason. Et puis surtout, je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais tout ce qui est awareness et training, on a dit que chaque employé se sente concerné, donc il y a cette partie culture et que ça doit faire partie inhérente. Comme on nous demande de pas sentir mauvais quand on va au boulot le matin, qu'on essaye d'appliquer aussi de l'hygiène informatique. Voilà. C'est le terme qui est repris par l'ANSSI en France et je trouve que c'est un terme tout à fait approprié. Il y a une question qui est arrivée il y a quelques instants de Bettina Barjean. Elle dit, est-ce que les entreprises certifiées ont subi moins de cyberattaques? Est-ce qu'on connaît ça?
Alors, c'est une question intéressante, je peux bien y répondre. D'ailleurs, en passant, on a lancé cette année chez Abilène une grande enquête on fait auprès des PME romandes. On s'est vraiment concentré sur la Suisse romande pour essayer d'obtenir un maximum d'informations. Puis on va sortir bientôt un rapport de l'état de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé comme incident en 2020 ? On l'a vraiment axé sur 2020. C'est un grand travail parce qu'il nous manque des données comme ça. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane. Le minimum, c'est mieux que rien ce qu'on fait déjà avec ce que veut faire CyberSafe, et je trouve que c'est une bonne initiative. C'est pas ça, c'est juste la façon dont elle est communiquée qui me dérange un petit peu. Mais je pense que, et c'est comme disait Stéphane, c'est vraiment difficile. On a vraiment pas de solution rapide. Maintenant, est-ce qu'on a moins de cyberattaques ? Non, certainement pas, parce qu'on est certifié ISO 27001. Est-ce qu'on est mieux protégé par rapport aux cyberattaques ? J'espère, j'ose espérer, si on fait de la bonne gouvernance, oui, on sera, mais le risque zéro, comme disait Stéphane, n'existe pas, donc voilà, quoi. On fait ce qu'on peut. Et écoutez, rien que maintenant, je regarde encore que Apple vient juste de sortir un patch de vulnérabilité sur iOS, comme vous saviez, il y a peut-être par des messages sans clic, on pouvait infecter les téléphones, c'est sorti aujourd'hui, le patch est sorti aujourd'hui, on a tout le temps des nouvelles vulnérabilités, donc on est en permanence. D'ailleurs, je crois que c'est le travail de la CRT aussi de veiller à ça et d'aider les entreprises à trouver ce genre de choses. Hein. Absolument. Oui. Donc, on essaie juste de faire du mieux qu'on peut et il faut continuer à le faire parce que c'est mieux que de ne rien faire du tout. Est-ce que le problème des ISO 27001 est qu'il est porté par l'IT et non pas par le gestionnaire des risques business ? Alors ça, il n'est pas du tout porté par l'IT, c'est une mauvaise compréhension en fait. C'est une mauvaise compréhension, malheureusement. Quand on m'amène dans une organisation et que c'est l'IT qui le passe, je commence à dire mais non, l'ownership est pas du tout au bon endroit. C'est pas du tout l'IT, c'est une question du management, l'ISO 27001. Alors oui, il y a une grosse partie des risques IT qui sont couverts, il y a des contrôles IT, mais on a des contrôles dans les ressources humaines, comme Equivalent s'en occupe, de gérer toute une série de ces risques-là. On a des contrôles qui sont au niveau du légal, on a des contrôles au niveau de la sécurité physique, on a des contrôles en termes de compliance. Donc on va de la protection des données, on va bien en dehors du cadre de l'IT. Hein. Donc, je dirais, il faudrait surtout pas le mettre, c'est l'IT, c'est pas combien de personnes ils sont là, mais il faudrait pas ou au moins que l'IT ait aussi d'autres éléments, mais je pense pas que c'est une bonne idée de le mettre dans ce département-là. Mais... D'accord. Non, mais bien sûr, il faut séparer, on est bien d'accord. Il est 18h59 à ma montre, et nous arrivons gentiment à la fin de ce 5 à 7 concerné à la norme ISO 27001. Je suis vraiment très heureux encore d'avoir été à côté de vous et je cède la parole à notre présidente Sylvie Perrin-Jacquet pour le mot de la fin. Et je laisse peut-être, il y a peut-être une question qui vient d'arriver, je laisse peut-être Sylvie éventuellement ou quelqu'un d'autre de la reprendre, sinon je la reprendrai, mais je ne voudrais pas non plus vous retarder. Merci infiniment. Moi, j'aimerais vous remercier tous les trois pour la qualité de vos présentations. Ce que j'aimerais relever, c'est l'élément suivant. J'ai le sentiment qu'effectivement, c'est une question de culture. Vous l'avez les trois indiqué. Il y a une sensibilité qui doit être beaucoup plus performante dans les entreprises. Par contre, ce que je constate, c'est que pour avoir eu des échanges avec des directeurs d'associations ou de chambres de commerce, j'ai pas le sentiment que cet objet-là fait très souvent partie de leur ordre du jour d'assemblée générale. Et pour moi, ça, c'est une difficulté. Je trouve que à partir de maintenant, chaque année, les chambres de commerce, les associations patronales, les associations de collectivités ou de quelles qu'elles soient, devraient mettre ce point-là à l'ordre du jour avec à chaque fois l'actualité et la mise en place de stratégies. Parce que, comme vous l'évoquiez, très souvent, ce sont les IT qui ont l'information, ils font remonter l'information auprès de leur CEO. Le CEO n'a pas le sentiment que c'est primordial, voire il voit, lui, le problème de la ligne budgétaire qu'il va devoir rajouter, il ne sait pas comment la rajouter, et du coup, ça crée des difficultés, et nombre d'entre eux ne mettent pas en place
place les stratégies nécessaires. Mais je pense que c'est le rôle du CLUSIS d'appuyer sur le clou au niveau des chambres de commerce et au niveau des associations pour rendre tout le monde attentif au fait de ce qui se passe et de permettre à chacun d'être au courant et informé sur les enjeux qui attendent les entreprises dans les années à venir et le rôle que vous jouez par rapport à ces enjeux et la disponibilité qui est la vôtre puisque vous êtes les spécialistes et que vous avez les compétences pour mettre tout cela en place. Mais j'aimerais en tous les cas vous remercier d'être là. On aura certainement encore l'occasion de reparler de ce sujet-là suite à ce qui va se passer dans l'actualité dans les mois et les semaines qui suivent. En tous les cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci messieurs d'avoir été là durant ces 2 heures. Je vous informe que nous nous retrouvons à la fin du mois. On n'a pas encore mis l'objet j'allais dire du délit, mais l'objet du thème pour la prochaine séance, mais on se retrouvera d'ici 15 jours, même lieu, même heure. À bientôt. Merci d'être là. Merci pour votre confiance et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Et merci encore.